voudrais d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense qu'on est entre nous de l'ESAD, mais je suis Raphaël Cuir, directeur de l'École supérieure d'art et de design de Reims. Merci à l'URCA de nous accueillir et en particulier à monsieur Frédéric Piantoni. Je remercie aussi Emeline Eudes d'avoir organisé, et je remercie également toute l'équipe pédagogique de l'école d'avoir organisé cette journée d'études. Sans vouloir trop anticiper sur les débats, je crois que l'art est vraiment un bien commun qui n'est pas assez reconnu à sa juste valeur. Alors certes, le Centre Pompidou annonce glorieusement 3,37 millions de visiteurs en 2017, ce qui est très bien, tant mieux. Hein. Mais voilà, l'art est au musée, dans les centres d'art, les galeries bien sûr, mais assez peu en dehors, c'est-à-dire assez peu ailleurs dans la société. Mais peut-être que la question posée aujourd'hui avec ce programme de recherche, à partir d'aujourd'hui, c'est justement comment faire en sorte que l'art soit une expérience mieux partagée, mieux transmise, mieux vécue en tant que commun. C'est aussi ce que la chaire IDIS a exploré, a commencé à entreprendre ces dernières années, notamment avec des projets comme celui de Luce Aknin, faire savoir, ou cartographier un écosystème. Et donc, je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de la chaire IDIS où vous avez énormément de ressources qui sont à votre disposition et qui, à ce que j'en sais, ne sont pas tellement exploitées. Commune, on entend évidemment aussi commune en deux mots, c'est-à-dire comme une seule, comme un seul. Et bien sûr, nous voulons croire que quelque chose qui nous unisse comme un, comme une, puisse exister et s'exprimer, se développer à travers la création en particulier. Alors certes, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours ou bisounounours, loin de là. Avant Hobbes déjà, depuis Hobbes encore, l'homme est un loup pour l'homme, et comme le dit le poète Valère Novarina, l'homme est un loup pour la femme. Mais, vous le savez, depuis Ruskin, depuis William Morris surtout, à l'origine, donc, le design a eu partie liée avec la morale, le social, le politique, avec le dessein d'une transformation de la société pour qu'elle soit plus égalitaire. C'est le projet, on peut dire l'utopie, une utopie en réaction aux conséquences néfastes de la première industrialisation. Démocratiser l'excellence au quotidien, pour en faire le bien de tous, un commun. La firme Morris, elle est au départ un projet collectif dans l'esprit des guildes moyenâgeuses. D'une manière ou d'une autre, il y a au début de l'histoire du design un souci de l'autre, des autres, et de travailler au bien commun. Certainement, les arts ont aujourd'hui un rôle à jouer pour le bien commun, pour nous aider à agir en citoyens et citoyennes éclairés. Reste à mieux définir, bien sûr, ce qu'on entend par commun, puisque nous allons voir aujourd'hui qu'il y a des concepts spécifiques qui s'y rattachent. Et c'est pourquoi là, je vais laisser la parole à nos intervenants, que je remercie de leur disponibilité et d'avoir accepté de venir nous éclairer aujourd'hui. Donc oui, quelques éléments de contexte. Pour vous, parce qu'on a eu quelques discussions ces dernières semaines, notamment avec la section art autour des communs, mais voilà, tout le monde n'est pas encore familiarisé avec cette notion-là. Donc je voulais vous rappeler quelques éléments. Notamment en 2009, par exemple, pour la première fois, une femme reçoit le prix Nobel d'économie. Il s'agit d'Elinor Ostrom, qui est professeure en sciences politiques et qui le reçoit pour son travail sur la gouvernance des communs. Ça fait à ce moment-là, quand elle reçoit le prix Nobel, ça fait plusieurs années qu'elle collecte des données comparatives sur le phénomène de propriété et sa régulation par des phénomènes de gestion collective des ressources. Beaucoup de ces enquêtes étaient orientées vers des ressources matérielles, telles que l'eau, l'accès à la terre, les forêts, qui ont lié d'emblée ces travaux à des préoccupations d'ordre écologique.
Mais ce qui se jouait aussi à travers ces biens communs matériels, j'insiste, ce sont des interactions sociales et des agencements qui permettent le partage. Donc le partage de l'accès à ces ressources, le partage de la responsabilité de ces ressources, le partage de pouvoir se nourrir et de transmettre ces ressources. Donc l'implication dans ce type de processus des acteurs est au cœur de ce type de démarche, et c'est ce qui permet la mise en œuvre de forces d'action et de réalisation. Donc autre fait que je souhaitais rappeler, c'est dans les années 2000, l'émergence de ce que l'on va nommer les communs du numérique. Donc la généralisation de l'Internet, le développement des logiciels et des licences libres, qui se prolonge aujourd'hui avec de nouvelles technologies telles que les imprimantes 3D, renforce le désir de diverses communautés de partager des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être. Cette fois, ce sont des biens immatériels qu'on cherche à mutualiser, à rendre accessibles au plus grand nombre. Donc de par leur ouverture, leur partageabilité, les réseaux numériques eux-mêmes deviennent aussi des biens communs à protéger et à développer. Alors un autre fait qui est beaucoup plus local et qui nous concerne directement en tant qu'école, c'est un programme de recherche en art qui était dédié aux Artist Run Spaces, qui a pris place de 2011 à 2015 au sein de l'ESSAD de Reims. Donc de manière plus globale, l'école s'était engagée dans une réflexion transversale entre art et design sur les moyens actuels de l'autoproduction, donc à l'ère de la généralisation des Fab Labs, des espaces de coworking, mais aussi des collectifs d'artistes qui s'emparent de friches pour disposer eux-mêmes des conditions de monstration et de partage de leur travail. Il semblait utile, dans le cadre d'une formation artistique, d'accompagner de futurs créateurs dans la compréhension de ces enjeux à la fois économiques, culturels et politiques. Je souhaitais ici souligner particulièrement l'actualité de la question du public, initiée il y a bien longtemps maintenant par John Dewey, et qui reste aujourd'hui encore un lieu d'achoppement pour de nombreuses institutions. Or, dans un monde où la défiance envers l'autre semble en accroissement constant, il apparaît plus que jamais nécessaire de rappeler l'importance de réfléchir et de donner forme aux conditions de la rencontre avec les publics, et je mets les publics au pluriel, et particulièrement lorsqu'on est acteur du milieu artistique et culturel. Et donc, dernier point que je voulais rappeler aussi, puisque j'aborde le champ des institutions, c'est le fait que cette journée d'études est le fruit d'un parcours partagé avec les laboratoires d'Aubervilliers, qui est une structure hybride cherchant à favoriser les rencontres et les expérimentations entre pratiques, quelles qu'elles soient. Donc, depuis 2013, sous la direction d'Alexandra Baudelot, Dora Garcia et Mathilde Villeneuve, les laboratoires d'Aubervilliers abritent un travail quotidien autour du faire communauté, qui passe aussi bien par l'art que par le jardin, par les pratiques de soins, par les pratiques collectives et par le territoire. Elle demande notamment, c'est une préoccupation constante, comment entrer artistiquement, socialement en relation avec un territoire et ses habitants, comment créer du dialogue entre des communautés qui ne se connaissent pas. Donc les laboratoires d'Aubervilliers inventent là des formes de réponse qui font sens pour les acteurs qui y participent. Voilà, donc c'est donc fort de ces divers constats et expériences que nous lançons aujourd'hui ce programme de recherche dédié au commun. Et je dis nous, puisque bien que je sois seule ici maintenant, nombre d'enseignants au sein de l'école, du côté de la théorie, du côté de la pratique, du côté de l'art, aussi bien que du côté du design, ont participé à cette réflexion qui donne naissance aujourd'hui à cette première journée d'études. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous permettra de nourrir de nouvelles compréhensions des contextes dans lesquels nous agissons, qu'elle nous permettra de nourrir de nouvelles formes d'expérience et de nouvelles esthétiques avec le désir qu'elles deviennent opérantes.
Voilà, donc maintenant je vais pouvoir laisser la parole à Maxime Bichon et François Lancien-Guilberto qui sont venus nous présenter en particulier le travail qu'ils ont mis en place au sein de la Cheapest University à Paris. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est avec François Lancien et moi-même, Maxime Bichon, représentants de The Cheapest University, mais nous sommes un groupe un peu plus élargi, composé notamment de Charlotte Wett, Julie Sass, Sabrina Soyer et plein d'autres amis. Pour cette présentation aujourd'hui, on a décidé de consacrer une première partie à une description plutôt chronologique de nos activités, pour ensuite évoquer certaines de nos intentions et manières de travailler de manière plus large. Donc The Cheapest University est une école expérimentale gratuite, créée par des artistes. Elle est née suite à une résidence de plusieurs mois aux Beaux-Arts de Nantes, à laquelle j'ai participé, et qui a été mise en place par Fabrice Hibert, et qui portait sur la construction de projets collectifs avec notamment des entreprises, mais aussi d'autres modalités. Suite à cette résidence, j'ai commencé à parler de ce projet à des amis autour de moi, à des connaissances à Paris particulièrement, et en leur demandant si ça les intéressait de créer ensemble, entre artistes, une école et se poser la question de cette construction. Donc c'était plutôt par enthousiasme que les choses se sont constituées au début, notamment par la mise en place de réunions mensuelles au laboratoire d'Aubervilliers, justement, qui nous offrait gracieusement une salle pour travailler de manière régulière. Donc de manière assez simple, comme ça, on a commencé à se réunir un dimanche par mois pour discuter ensemble de cette hypothèse de constituer cette école expérimentale et gratuite. La première hypothèse à l'époque était de créer une école d'été, en partenariat avec un lycée ou un collège de la région Pays de la Loire. C'est une chose qui n'a pas été mise en place finalement, mais qui constituait la chose qui a été mise sur la table pour discuter. Au fil des réunions, il y a certaines des interrogations qui se sont cristallisées, qui tournaient notamment autour du jeu de rôle, du jeu vidéo, de la notion d'instance, la manière dont une école pouvait exister hors les murs ou sans murs, et à partir également de modèles que vous connaissez peut-être, qui était celui d'Open Schoolist à Londres, créé par Anna Collin, ou d'autres comme celui de la Mountain School of Art à Los Angeles, qui sont donc aussi des écoles gratuites, mais qui s'inscrivent dans des situations différentes, puisque ce sont dans des pays où la scolarité est payante. Donc les choses se sont faites petit à petit, comme ça au fil des mois, de novembre 2015 jusqu'au printemps 2016, on s'est réunis régulièrement. On a notamment créé aussi un site internet, ce qui peut apparaître peut-être un petit peu anecdotique. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que moi j'ai une sorte de... Peut-être que je mets plus bas le micro, je tape un peu. Donc un site internet qui avait la particularité et qui l'a toujours, de posséder un forum de discussion et un système de partage de documents pour aussi continuer les discussions et notre recherche collective. Il y a aussi eu l'organisation d'un workshop de travail dont je vous passe les détails à Pornichet en Loire-Atlantique. Et puis à partir du printemps 2016, nous avons pu organiser les premières manifestations publiques de The Cheapest University à travers la résidence de François et Charlotte à la Villa Belleville à Paris. Donc moi et ma compagne, on était en résidence dans une résidence à Paris qui s'appelle la Villa Belleville. On avait un atelier. Juste pour noter, on est tous les membres de The Cheapest University sont artistes. Et donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est ouvrir notre espace de travail pour accueillir des conférences, mais pas des conférences universitaires. On voulait plutôt regarder autour de nous, inviter nos amis ou des gens qu'on pouvait rencontrer dans des soirées ou dans des vernissages, des gens dont les projets nous intéressaient. Et on voulait
les aider en fait à organiser une prise de parole. On prend en charge la communication autour de l'événement, une aide logistique et aussi les discussions en amont pour articuler le projet. Donc c'était un peu la grammaire de base de The Cheapest University qui se mettait en place ici. Donc vraiment l'idée de l'accueil, d'expérimenter sur les formes discursives et aussi une certaine bienveillance et en tout cas la volonté de créer un type d'écoute pour des projets qui ne sont pas forcément complètement aboutis. On a appelé ça les Cheap Talks. Le premier Cheap Talk, c'était nous-mêmes qui présentions notre projet, ou en tout cas nos intentions. Le deuxième Cheap Talk, c'était Sabrina Soyer et Alicia Weiss. C'est une conférence performative qui s'appelait Working Together, dont à la base de cette conférence, il y avait une recherche de Sabrina Soyer sur le Artist Placement Group, qui est un collectif d'artistes anglais, qui a pris une forme beaucoup plus poétique et performative dans le cadre de cette invitation. On a eu aussi un atelier de traduction animé par Yanis Marwitz et Benjamin Husson d'extraits du journal de Karl Kreuss, Die Fackel. Et enfin, on a organisé une dégustation de coups de canard farci au foie gras organisée par Pierre Paulin, qui considérait comme une expérience poétique collective. Donc autant la préparation des coups de canard que leur dégustation collective. Voilà, c'était pour ce qu'on a mis en place à la Villa Belleville, et ce qui nous amène à Trégnac. Donc je te laisse. Donc ensuite, après ces expériences à la Villa Belleville que François vient de vous présenter, on a organisé en août 2016 un workshop de 10 jours avec une quinzaine d'artistes dans un lieu qui s'appelle Trégnac Project, qui se situe en Corrèze, à 1 heure du centre d'art Vassivière. C'est un lieu très intéressant et très chouette puisqu'il a la particularité de pouvoir accueillir une quinzaine de personnes gratuitement dans une ancienne usine de laine avec une dizaine de chambres. Donc on a organisé ce workshop et on l'a dénommé l'école emportée. C'est en hommage, je ne sais pas, mais en tout cas en relation avec un manga éponyme qui décrit et narre la disparition d'une école scolaire dans l'histoire même. Et il y a deux versants en fait. Il y a une partie où l'école disparaît et dans l'autre partie c'est le monde autour de l'école qui disparaît. Donc c'est deux histoires parallèles. Et donc l'invitation qu'on a faite à nos amis et aussi étudiants des Beaux-Arts de Nantes a été de proposer à chacun un temps et un espace dans l'ensemble de cette résidence. Donc essayer de créer un cours sans nécessairement s'inscrire dans une démarche pédagogique pure, mais plutôt valoriser des formes d'expérimentation. Donc pendant ces 10 jours, il y a eu à la fois des performances, des conférences, des discussions, des ateliers pratiques, des marches. Et parallèlement, nous avions loué avec nos propres deniers un petit espace dans le village de Trégnac qui devenait un espace supplémentaire, notamment pour exposer ou organiser des événements de public à l'intérieur du village. Les modalités de ce workshop étaient assez simples d'un point de vue économique. Nous étions soutenus par les Beaux-Arts de Nantes et l'idée principale a été de défrayer totalement, que ce soit pour les transports ou pour la nourriture, l'ensemble des participants pendant ces 10 jours. Quelques semaines plus tard, nous avons eu le plaisir d'être accueillis par le Carreau du Temple, qui est un établissement multiculturel dans le centre de Paris, pour une résidence d'1 an, qui a donc assez fortement marqué notre projet, puisque ça nous a permis de déployer beaucoup de choses qu'on va vous décrire maintenant. Donc on avait à disposition un petit bureau dans les sous-sols du Carreau du Temple, et nous avons commencé du coup à mettre en place des projets, des programmes un peu plus denses et un peu plus longs grâce à cet accueil.
Donc là, c'est là où les choses sont accélérées par la mise en place de réunions hebdomadaires et l'émergence, au-delà de nos discussions et de nos moments de travail, de ce qu'on a appelé les school visits, qui sont en fait des moments de rencontre avec des personnalités extérieures à l'école pour parler de leur parcours scolaire ou étudiant, comme prétexte pour ensuite parler des notions d'école, d'enseignement, de transmission, etc. Et puis on a commencé aussi à mettre en place ce qu'on appelle les rencontres de manière très simple, qui est présent sur nos sites de manière permanente, qui est juste une sorte de petite touche discrète qui propose à quiconque de venir pour parler de son travail à l'intérieur de The Cheap Ass University de manière complètement privée. Donc on a accueilli quelques étudiants qui nous interpellent de temps en temps. Et puis, le plus gros projet qu'on a mené à l'intérieur du Carreau du Temple, c'est ce qu'on a appelé The Long Love Letter, qui était un programme de 3 mois, du 21 mars au 21 juin 2017, et que François va vous présenter. Oui, après Traignac, on a eu la volonté de sortir d'un espèce d'entre-nous, c'est-à-dire forcément quand on était en train de construire le projet, ça se faisait beaucoup au bouche à oreille, l'inclusion des nouveaux membres ou des participants ou alors dans notre cercle d'amis. Là, il y a déjà eu la volonté de poursuivre cette histoire de programme de cours, mais des cours proposés par les participants, et l'étendre déjà l'étendre sur une plus grande échelle, donc 3 mois, et aussi l'ouvrir. Donc on a rédigé un appel à projet auquel une dizaine de personnes ont répondu. Donc, où on proposait à qui le désirait de rédiger un projet de cours qui allait se dérouler de manière récurrente pendant ces 3 mois. On a donc eu donc ce programme, on l'a appelé The Long Love Letter, et on a accueilli 12 propositions. Donc je vais vous en décrire certaines assez rapidement. Parmi ces propositions, on a eu un groupe de lecture autour des liens entre science-fiction, féminisme et théorie queer. C'était un groupe de lecture qui s'appelait EEAPS. Il est animé par Charlotte Wett et Clara Pacotte. Au sein de ce groupe, il y avait de manière hebdomadaire des lectures collectives de textes, des ateliers de traduction et aussi des projections de films aussi. Et aussi l'édition d'un fanzine qui regroupait un peu tout le travail qui se faisait hebdomadairement, de manière hebdomadaire. Bref. On a aussi accueilli un groupe de travail animé par Fred Dewey qui s'appelle le Hannah Arendt Working Group. Fred Dewey, c'est quelqu'un qui habite à Los Angeles, qui a une 50aine d'années, qui a pas mal roulé sa bosse. Il a dirigé un Beyond Baroque, qui est un institut de poésie qui n'existe plus maintenant, mais qui existait à Los Angeles. Il était professeur dans pas mal il a été professeur à CalArts notamment. C'est quelqu'un qu'on a rencontré un peu par hasard, avec qui on a beaucoup sympathisé, on avait beaucoup échangé sur notre projet, et puis sur l'art en général et sur certaines urgences, ce qui nous semblait être des urgences, notamment le fait de travailler collectivement et ce genre de choses. Et du coup, il nous a proposé donc de mettre en place le Hannah Arendt Working Group. C'est un groupe de lecture qu'il a déjà mis en place plusieurs fois à Berlin et Los Angeles, et qui consiste à lire collectivement des extraits de La condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt. Donc les extraits sont choisis par lui, lus à haute voix par le groupe, et des discussions au sein de ces lectures s'en suivent, dirigées par lui. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est étendu sur 3 semaines, à raison de 2 séances de 3 heures par semaine. How to Become a Lesbian, un séminaire de Sabrina Soyer autour du mouvement de poésie New Narrative, donc des traductions de textes, des lectures de textes,
Dans ce cadre-là, elle a invité Lisa Robertson, la poète, à faire une conférence. Juste pour terminer, on pourra en reparler plus en détail. Aussi édition d'une revue, How to Become a Lesbian. Et enfin, un autre groupe de recherche animé par Sybille de Laurence et Pascaline Morin-Combe, The Nightmare of Making a Book About Video Freaks, donc, qui est l'aboutissement d'un travail de recherche sur Video Freaks et un questionnement sur les liens entre médium vidéo et la forme textuelle. Ça, c'était pour les cours qui avaient lieu régulièrement pendant ces 3 mois. En parallèle, on a eu une petite enveloppe de la part du Carreau du Temple, ce qui nous a permis d'inviter des gens qui nous intéressaient à faire des conférences. Alors là, on sortait un peu de ce système de cours, de ces propositions de cours. C'était des formes plus classiques. On a notamment invité l'artiste américaine Margaret Honda. Alors, on l'a invité pour une conférence et aussi, on a, en collaboration avec un autre collectif qui s'appelle Atelier Impopulaire, basé à Berlin, on a aussi co-curaté une exposition de Margaret Honda à 13. On a aussi invité l'artiste américaine Amy Silman pour une conférence. Et donc cette conférence était liée à un projet de traduction qu'on avait aussi de textes de cet artiste. Voilà. Ça, c'est un petit résumé de tout ce qu'on a essayé de mettre en place pendant cette résidence. En octobre dernier, on a été invité à produire en fait un programme discursif pour la foire Paris International. Donc c'était une invitation qui nous a tout d'abord un peu surpris. Comment faire exister, pourquoi ont-ils pensé à nous déjà, et ça nous a pas mal questionné. Est-ce que notre projet peut s'adapter à une foire d'art contemporain avec tout ce que ça implique comme difficulté d'exister, c'est déjà au niveau plus matériel, comment créer des groupes de lecture ou des workshops dans un vacarme continuel, dans un lieu qui n'est pas forcément dédié pour ça. Et bien sûr, dans le contexte d'une foire, toutes les difficultés qui se posent. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en partenariat avec d'autres Project Space, ou lieux autogérés comme 13, Caros Pozo, Tonus ou Chananay, des gens qu'on connaît déjà et avec lesquels on travaille souvent à Paris, pour faire un programme un peu hybride où on a mélangé performance, conférence, workshop, lecture au cours des 5 jours de la foire. Donc il y avait à peu près 3 ou 4 interventions par jour. Et on a souhaité donc créer un programme où on allait mélanger des invitations faites à des personnes connues, donc des gens dont la pratique nous intéressait. Donc avec les fonds qui nous étaient accordés, on pouvait en profiter pour les faire venir, pour payer des billets d'avion en fait. Donc Cali Spooner, Maïtou Perret, Heike Karine Fall. Et donc il y avait la volonté de mélanger ces invitations avec des artistes plus jeunes qu'on connaissait, donc c'était souvent la première intervention publique. Donc des gens qui sont encore étudiants pour la plupart, donc notamment Teddy Coste, Mathieu Brion, Clara Pacotte. Encore une fois, là, le défi pour nous, c'était comment exister dans ce contexte, comment préserver nos intentions et l'attention aussi à la parole de nos invités. Donc il y a on a vraiment insisté sur la nécessité, sur l'installation, donc la nécessité de créer un espace accueillant, modulable, qui puisse s'adapter aux différentes formes qu'allaient prendre les prises de parole. Voilà. Et donc ça, c'était en octobre dernier, et depuis on a quitté la résidence au Carreau du Temple, donc on est plutôt dans une phase de transition. Néanmoins, certains cours et de nos programmes continuent, comme How to Become a Lesbian, par plus tard qu'hier, et The Nightmare of Making a Book About Video,
de nos amis Sybille et Pascaline, qui continuent en partenariat avec la bibliothèque Kandinsky. Et ensuite, pour les mois qui viennent, on va être en résidence à la Villette avec la radio Du, que vous connaissez peut-être. Et nous allons partir en workshop en Autriche en avril pour une semaine en résidence. Donc voilà, on a décrit partiellement et de manière un petit peu déstructurée, malgré la chronologie, les différentes activités qu'on mène depuis novembre 2015. Ce qui est important peut-être par rapport à cette journée de séminaire sur les notions de commun, c'est que nous on se définit pas comme experts de ces questions, on a juste on a eu la nécessité, ou en tout cas la volonté et le désir de créer une communauté. Cette communauté, on la qualifie parfois simplement de communauté d'attention, c'est un mot qu'on a employé déjà régulièrement dans cette petite présentation. Il y a des questions qu'on nous pose régulièrement aussi, et j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas de questions et réponses aujourd'hui pour nous, donc on préfère déjà se les poser. Donc The Cheapest University en tant que nom, en fait, alors ça vient d'une certaine manière déjà d'une part d'une sorte de sonorité. Ça renvoie aussi cheap. Cheapest, c'est un superlatif à quelque chose qui serait peut-être de mauvaise qualité, bon marché ou voire bas de gamme. Donc, à titre personnel, j'aime bien me dire que ça renvoie peut-être à des choses liées à Robert Filloux sur le bien fait, mal fait, pas fait que vous devez connaître. Mais ça constitue surtout déjà une hypothèse de commune, de travail, par le nom même du projet. Concernant notre économie, c'est assez variable. On est quand même principalement sur du bénévolat, même si c'est pas forcément le terme qu'on emploie et qui nous définit, mais en tout cas, on s'inscrit pas dans une démarche où on se rémunère, puisque c'est pas l'objet non plus de nos réunions. Par rapport à tout ce qu'on a décrit, il faut comprendre que la plupart des choses qui sont mises sur la table viennent de la pratique de chacun, et c'est plutôt dans un désir et dans une volonté de les mettre en commun, de les discuter, peut-être parfois de s'entraider ou de partager des recherches ou des références, que toutes les choses se construisent. Néanmoins, on a été du coup soutenu par les Beaux-Arts de Nantes et un petit peu par le Carreau du Temple et par la Foire Paris International. Il y a quelque chose à comprendre aussi par rapport aux modalités, on va dire, d'apparition du projet, puisqu'on est dans une économie et dans une manière de travailler qui sollicite les pratiques mêmes. On va dire qu'il y a des moyens de communication qui sont singuliers, en tout cas qui sont sur mesure. On n'est pas sur Facebook, notre site n'est pas nécessairement l'illustration parfaite de nos activités, mais on a décidé avec le temps de choisir des modalités d'apparition et de communication variables, comme des dispositifs complètement internes et des choses qui sont complètement publiques, avec une newsletter, etc. Et alors parfois on pourrait se poser des questions sur des choses d'exclusivité. Donc par exemple, me demande Françoise, ça va être des cours qui nécessitent juste de solliciter l'équipe, en tout cas les gens qui composent The Cheapest University de manière élargie mais interne, ou des conférences comme celle d'Amy Silman ou Margaret Honda qui vont être annoncées à l'ensemble de la newsletter générale. Ça paraît assez anecdotique, mais ça permet en fait de varier en fait aussi les régimes d'attention qui composent les groupes qui entourent à chaque fois les personnes qui organisent ou participent à nos activités. Et donc ça c'est quelque chose qu'on essaye sur lequel on travaille au fil du temps. Il y avait des choses peut-être à rajouter ? Il reste un petit peu de temps. Il reste 6 minutes. Non, ouais, je voulais revenir sur la manière dont a été choisi le nom The Cheapest University. Ce qui me semble assez important, c'est que à la base, c'est quand même un groupe d'amis qui s'est réuni. Il n'y a jamais eu de prétention à penser qu'on avait réussi à concevoir un modèle viable d'école, par exemple. C'est beaucoup plus... la manière dont on travaille, c'est par exemple, on a choisi le titre pour son potentiel presque poétique, ce qu'il pouvait produire plutôt que définir, en fait. Et
et je pense que c'est assez représentatif de la manière dont on travaille. La question pour nous, c'est beaucoup qu'est-ce que ce serait une école faite par des artistes? Et on se la pose constamment, la question, pareil. Qu'est-ce qui manque dans notre, dans notre réalité, dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on a perdu en quittant l'école, par exemple? C'est une question qu'on se pose souvent. Qu'est-ce que l'école permettait? Est-ce qu'on peut essayer de le recréer, en fait? C'est souvent précaire, mais c'est... ouais. En écho à ça, c'est aussi peut-être assez... Vous êtes tous étudiants, donc pour l'instant la nécessité de l'école est peut-être pas très présente puisque vous êtes déjà dedans. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses un peu circonstancielles par rapport à la vie après l'école, où les choses sont parfois un petit peu plus solitaires ou éloignées d'une certaine forme d'entraide ou de regard, ou une disparition aussi de certaines formes de discussion. Ouais. Et donc c'est important de signaler ces circonstances qui viennent après l'école et qui constituent aussi nos intentions pour accueillir des artistes confirmés comme des jeunes artistes. On ne se situe pas dans une démarche de nostalgie vis-à-vis des beaux-arts que nous avons tous fait dans The Cheapest University, ni dans une nostalgie du lycée ou des établissements scolaires qu'on a traversés, mais plutôt de manière assez modeste dans la constitution d'une communauté relativement ouverte, parfois discrète, qui permet l'accueil et la discussion. Parce que ce que l'école offre aussi en dehors d'un background, d'un savoir ou d'un diplôme, l'école offre déjà une proximité avec d'autres étudiants, le fait de travailler, de partager les ateliers. Ça peut être vécu comme une contrainte, mais en même temps, il y a des choses qui se produisent. Je pense qu'il y a des propositions qui se créent, des discussions qui se créent qui ne pourraient pas se créer ailleurs. Et on se rend bien compte quand on en sort, c'est que beaucoup de gens avec lesquels on parle, quel que soit leur âge ou le nombre d'années qui les séparent de leur diplôme, par exemple, c'est souvent un manque, en fait. Et aussi le fait donc ça déjà c'est ce regard en fait porté sur le travail. Le regard qu'on porte sur votre travail modifie votre travail. Et aussi l'école c'est aussi la proximité avec des gens plus confirmés, des gens de passage un peu. Moi par exemple, parmi les expériences aux Beaux-Arts les plus stimulantes, c'était souvent des gens qui venaient quelques jours faire un workshop. Au-delà de ce qu'on pouvait faire pendant ce workshop, c'était discuter avec des gens qui étaient au travail, qui vivaient une expérience qui était différente de la mienne en fait. Donc avec Et donc, The Cheapest University on s'attache aussi à créer des liens en fait entre des artistes confirmés entre guillemets, plus âgés, qui soit sont connus ou soit ont une certaine visibilité, et des gens plus jeunes en fait, étudiants souvent. La question qu'on nous pose souvent aussi, c'est comment rentrer en contact avec Cheapest University. C'est vrai que nous, on est assez discret, on ne fait pas trop de publicité. Il y a ce site internet, il y a le bouche à oreille. On est parfois contacté par des gens qu'on connaît déjà, qui veulent nous proposer des choses. On est souvent aussi contacté par des gens qui ont entendu parler du projet. Il y a souvent eu des gens aussi, des Américains, des Australiens, qui par exemple, juste parce que c'est ce qui s'est produit, qui viennent passer 3 mois en Europe, qui se renseignent sur ce qui se passe et qui nous contactent. Voilà, donc parce que on est, qui ont des gens qui ont vu le site, et à chaque fois on est toujours très content d'accueillir de nouveaux membres entre guillemets. En tout cas, on est toujours très content
d'accueillir des nouveaux membres. Voilà. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là, on a fait notre demi-heure. Merci beaucoup.